Bien, bonjour à toutes et à tous. Il est évident que quand on a des idées dans les neurones, dans le cerveau, tout de suite on se met à positiver, c'est-à-dire à être plus tranquille, plus heureux tout simplement. Rien de pire qu'une tête vide. Voilà. Alors, je suis heureux de continuer les morceaux choisis de ce livre de Xavier Fontanet, Faut-il faire confiance aux entrepreneurs? Voilà, dans le cadre de mon site de culture sociétale, avec plus de 800 heures de cours sur tous les sujets. Voilà, donc Xavier Fontanet, là, ici, présent. Voilà, nous reprenons tout de suite dans la joie d'entreprendre, car pour une société nouvelle de production de biens, de services et d'idées, il faut commencer, ce me semble, par les idées. Nous y voici. Donc la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande était un État en faillite, aïe aïe aïe, avec 40 ans de déficit budgétaire. 40 ans de déficit. Le Premier ministre Robert Douglas, doté d'une puissance intellectuelle exceptionnelle, ben voilà, un intellectuel, a su traduire des concepts philosophiques en politique concrète. Eh bien, voilà Roger Douglas, fabuleux, comme Lee Kuan Yew à Singapour, et peut-être aussi bien et encore mieux. Bon, peu importe, l'essentiel c'est de réussir. Il est revenu à des principes simples, responsabilité de chacun, très bien, et confiance dans la concurrence. Nouvelle-Zélande, bravo. Roger Douglas, Nouvelle-Zélande. En termes simples, nous devons faire en sorte que les gens aient intérêt à travailler. Eh oui, il l'a déjà dit plus haut, cette idée qu'il faut être heureux au travail, sinon il n'y a rien de pire que le contraire. Il faut être heureux à travailler. L'un des problèmes les plus graves des systèmes d'assistance, comme en France, c'est que l'on prive les personnes du droit de faire des choix. Ah, voilà une grande idée. Or, le choix, c'est ce qui forme les personnalités, bien sûr, bien sûr. Voilà une très belle idée là. On prive les personnes de faire des choix par manque de moyens intellectuels, de formation adaptée, d'enrichissement des connaissances, etc., etc. Le propre de l'homme, c'est son cerveau. L'idée de la réforme est que chacun doit acheter une assurance sociale, en échange de quoi il a une réduction d'impôt. La sécurité sociale est découpée en 5 sociétés d'assurance concurrentes. Le Parlement décide des soins assurés. Chacun doit acheter une assurance sociale, en échange de quoi il a une réduction d'impôt. Oui, bon. Les coûts ont baissé. Les hôpitaux publics ont été rachetés par les médecins et leurs employés ou par des sociétés étrangères. En ce qui concerne du moins les cliniques privées ont été rachetées par un Australien il y a 7 ou 8 ans de ça peut-être. Enfin beaucoup en tout cas en France. Et il y a un hôpital public sur la Loire là qui a connu un sinistre à venir. Je ne sais pas où ça en est ça aussi. Voir mon cours de culture sociétale. Voilà. Car il faut se souvenir de tout. Enfin de beaucoup de choses. Finance, les dégâts de la finance à court terme. À court terme. Faire de l'argent rapidement. Ça peut ruiner une entreprise. Guerre des Gaules. La guerre des Gaules vaut bien des livres de management. 5 étoiles. Hein. Maréchal de France. 6 étoiles. La guerre des Gaules vaut bien des livres de management. Oui. De la guerre des Gaules de Jules César, on peut tirer 3 enseignements. La mise en gras permet de voir directement l'information, la gestion des hommes et le terrain. Alors, reprenons. La priorité était l'information. Imaginez une personne très intelligente qui raisonne sur des données fausses. Oui, évidemment. Ce serait pas joli. La deuxième est la gestion des hommes. César évite souvent d'engager la bataille, il change de terrain. Ah, intéressant ça.
évite la bataille, un général, enfin un politique de très haut plan. Bon, il faudrait lire la guerre des Gaules. Le troisième, qui commence par la phrase célèbre Gallia es in tres partibus divisent, Occitania, enfin, etc. Quoi. Gallia. Les Gaules sont divisées en trois parties. On voit l'être synthétique, qui commence par la synthèse avant d'aller au détail. Le troisième, c'est le terrain. La simplification des données complexes est fondamentale. Oui, 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 oui. Oui, évidemment. C'est le principe de l'enseignement, ça. Il faut être simple en fonction du public. Voilà. Très vrai. Sous réserve de la déclaration lors de la navette Challenger qui avait eu un sérieux problème, qui avait explosé, un truc comme ça, du général de la NASA devant le Sénat américain, mais on ne peut pas tout vous expliquer, vous ne pouvez pas tout comprendre, c'est pas possible. Une idée comme ça, il explosait. Bon, les mots hasard et chance n'en forment qu'un en chinois. Oui, ben c'est un fait. Et que tout hasard devienne chance, c'est souhaitable. Mais il faut que la chance soit le fruit d'une intelligence aussi, d'abord. L'homme est un être social, il apprend par ses contacts. Un être social, il apprend par ses contacts. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais la devise des jésuites, je me lance là, la devise des jésuites, l'idée en tout cas c'est de commencer, le talent se forme dans la retraite et le caractère dans le tumulte du monde. Voilà. Donc il faut commencer par apprendre. Le talent se forme dans la retraite. Impact d'une entreprise sur la vie locale. En 30 ans, une usine délocalisée bouleverse complètement la physionomie des lieux où elle s'installe. Au début, les salariés viennent au travail à pied et à la fin en voiture. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. La Moldavie, ouais, c'est ça. Un État du côté un peu de la mer Noire, un État européen dans lequel on a où les gens se déplaçaient encore en carriole tirée par un cheval. On y a installé des bâtiments de l'Union européenne pour faire les visas européens. Et ben, la situation s'est améliorée. Jean Jaurès. Page 239 de l'ouvrage de Xavier Fontanet figure un extrait de Jean Jaurès paru dans la Dépêche le 28 mai 1890 et qui est remarquable, je le dis à tout le monde. Je n'ai pas eu le temps de recopier tout ça, voilà, mais je le signale. Et j'ai même mis la page 239. Remarquable, Jean Jaurès. Une bonne tête bien française, bien joviale, bien cordiale et fonceuse aussi. Bon. Jean Jaurès illustre très bien. La bourse et le short selling. Bon. Le short selling consiste à emprunter des actions en promettant d'en rendre davantage, de les vendre au prix avantageux actuel, puis d'attendre la chute du cours pour rendre le nombre d'actions promis. C'est une pratique scandaleuse. Bon. Emprunter des actions. Bon. Il existe 35 000 entreprises cotées dans le monde. Bon, c'est un chiffre, ça. Autrement dit, toutes les entreprises ne sont pas cotées. Ça va de soi. La bourse de Hong Kong, on appelle broker ceux dont le métier est d'acheter et de vendre des actions sur les bourses. C'est rempli de termes anglo-saxons. Les roadshows sont les visites que les dirigeants font 2 fois par an à l'ensemble des marchés
pour commenter les résultats de leur entreprise. Et ben, ça va être un exercice, comment dirait-on, nécessaire et en partie décisif. Et voilà du show. On aurait pu prendre une expression française. Si on discute avec les grands gérants, ils parlent des 7% qui sont les taux de rentabilité de la bourse sur 100 ans. 100 ans. Voir aussi Warren Buffett, le milliardaire américain, qui dit ou qui disait, je ne sais plus s'il est toujours vivant, mais il a 92 ans, 93 ans dans ces eaux-là. Si des personnes m'avaient suivi, ils auraient fait des profits, je ne me souviens plus du chiffre, mais voir sur le site de culturesociétale.com un PowerPoint consacré à Warren Buffett, mais c'est des profits au moins 20 fois ou 30 fois ou 40 fois supérieurs à ceux de la bourse. C'est phénoménal. C'est bien au-delà de ces 7%. Les 15% de rentabilité annuelle sont dans la bouche des hedge funds. Bon. LBO. Les concurrents qui ont fait des LBO utilisent trop la dette et ont fait monter les prix et ont ainsi perdu des parts de marché. Ah oui. Si on monte, il faut être concurrentiel, donc il faut baisser les prix. Sinon on perd des parts de marché. LIP. Depuis l'affaire LIP, la France est complètement sortie de cette industrie, de la montre. Bon, c'est à savoir, la fiabilité d'une montre qui coûte 30 € est meilleure que celle des montres les plus chères il y a seulement 20 ans. Ça, c'est une évolution dont il faut tenir compte aussi. Il y a plein d'évolutions. Lire. J'ai une technique pour ne pas perdre de temps dans les voyages. Ne pas perdre de temps. C'est une idée des temps anciens déjà, mais plus particulièrement des temps modernes. Je lis sans m'arrêter, très très bien. Histoire, philosophie, économie. J'ai toujours une dizaine de livres sur ma table de nuit. Bon, bravo. Et à chaque voyage, j'en prends 2, 3, 10, suivant la durée. Dès que j'embarque, je plonge dans l'ouvrage et n'en sors plus. Très très bien. Cela me permet de m'occuper lors des interminables correspondances. Ouais. Oh oui, j'ai connu un peu ça. D'éviter les courses inutiles. Pour moi, lecture et voyage vont de pair. Très très bien. Oui. Il peut y avoir une fatigue. Mais bon, je suis allé en Chine à plusieurs reprises, mais une fois, la première fois, j'avais le guide bleu de la Chine et j'ai lu 12 heures. Ouais, bon. Louis XIV. La spécificité française, c'était la cour du roi Louis XIV. Dès que quelqu'un avait dans ses affaires gagné de l'argent, il venait à la cour pour acquérir des concessions d'État qui lui semblaient moins risquées. Ce comportement a donné l'idée fausse que les entreprises efficaces doivent utiliser la manne publique et qu'à la base du profit, il y a un détournement. Fouquet, surintendant des finances, grand financier et concessionnaire des impôts de l'État. C'est beau ça. Aux Pays-Bas, justement, il n'y avait pas d'État et tout fonctionnait pourtant bien. Voilà une vue entre Louis XIV et les Pays-Bas qui est remarquable. Sans État, cela peut marcher très bien aussi. Sous réserve que les déshérités qui n'arrivent pas à s'en sortir, ils soient aidés à vivre. Voilà, bien sûr. On n'y connaissait pas le phénomène de Versailles qui séparait le peuple de l'élite de la nation. Oui, oui, évidemment. Enfin, Colbert est un très grand ministre, mais voilà. Le colbertisme, Colbert, Jean-Baptiste Colbert. Jean-Baptiste Colbert avait un blason sur lequel il avait une couleuvre.
La couleuvre à collier. Elle a un liseré jaune. Là. J'en ai rencontré une fois dans une fontaine. Une couleuvre à collier, j'ai pensé à Colbert. Les gifles que la Compagnie des Indes néerlandaises, financée par des fonds privés, infligeait ENT aux compagnies publiques. Il y a des fautes. Infligées, oui, bon, aux compagnies publiques françaises. Et les grandes compagnies maritimes. Ça aussi, c'est un sujet. Colbert et ses compagnies étaient bons quand ils avaient le monopole en France. Dès qu'ils étaient en concurrence, ils étaient moins brillants. Ah, bon, c'est à étudier ça. Je ne peux pas dire plus. Je ne connais pas les finances de Louis XIV. Lumière. Pendant l'âge des Lumières, notre pays était le centre de rayonnement intellectuel mondial, c'est certain, sans aucun doute. Après, nous avons été dépassés dès le XVIIIe siècle par les Anglais et les Hollandais qui ont compris l'économie de marché plus vite que nous. Plus vite que nous. Mais ils ont compris l'économie de marché, oui. Ben, nous avions un centralisme. Nous sommes un pays centralisé depuis toujours, presque. Mais bon, ça produit Napoléon aussi. Marché. Et si le développement durable était tout simplement l'économie de marché? Ah oui, la loi du marché. Mais toujours pareil, tempéré un peu par la misère. La concurrence est une ascèse et demande une hygiène de vie. Possible. Je ne peux pas commenter ça. L'économie de marché n'est ni morale ni immorale, elle est amorale. C'est-à-dire, elle est en dehors de la morale. L'économie de marché. Ça, c'est une phrase courte et lourde de sens. Bon. À partir du moment où nous vivons dans une société fondée sur la liberté, il faut accepter de vivre en concurrence. Ça aussi, c'est beau. Liberté implique concurrence. Bon. Ça ferait l'objet d'une discussion, ça. Ça pourrait faire l'objet d'une discussion. La sécurité que donne un Cuba par rapport à la concurrence, voilà une grande idée que j'ai extraite en début de livre, de morceaux choisis. Il y a rarement plus de 10 concurrents par métier. Voilà une idée autre. Oui. Ben, c'est bien, c'est bon à savoir aussi ça. Voilà. Et nous voilà au terme de cette 7e, il me semble, vidéo, car ce livre de Xavier Fontenay, Il faut faire confiance aux entrepreneurs, est remarquable, exceptionnel, très riche par son champ de pensée, qui est l'entreprise, mais qui est aussi la société et l'État. Voilà, c'est remarquable. Je vous souhaite, comme pour les vidéos précédentes, le cas échéant de revoir et de revoir certains passages, voilà, pour mémoriser tout ça, voilà. Enfin, peut-être pas tout, mais le maximum possible. Vous participez à votre bonheur individuel, là, car vous avez la tête qui n'est pas vide, voilà. Au contraire, vous bâtissez. Au revoir à toutes et à tous.